Au mariage de ma sœur, j'ai trouvé ma place, dehors, juste à côté des poubelles de service qui débordaient. Elle m'a regardé avec ce sourire en coin que je connais depuis l'enfance et a lâché. De toute façon, toi, tu ne comptes pas, j'ai serré les dents, j'ai posé mon cadeau sur la table, je me suis levée et je suis partie sans dire un seul mot. 5 minutes plus tard, le silence de mort de la salle de bal a été brisé par son hurlement. Mais ce n'était pas un cri de joie. C'était le son d'une vie de mensonges qui s'effondrait. L'air de l'Alsace était tranchant ce matin-là, chargé de cette humidité glaciale typique du mois d'octobre qui vous pénètre jusqu'aux os. Devant moi se dressait le lieu de réception, un château privé situé non loin du Haut-Königsbourg, une bâtisse imposante en grès rose qui dominait la vallée. C'était le genre d'endroit qui criait l'argent, le prestige et l'histoire. Tout ce que ma sœur, Cyrielle, avait toujours convoité. J'avais conduit 2 heures depuis Nancy, mon estomac noué par cette anxiété familière qui me prenait chaque fois que je devais retrouver ma famille. J'avais passé des semaines à économiser pour m'acheter une robe vert émeraude, simple mais élégante, espérant, naïvement peut-être, que pour une fois, je ne serais pas le vilain petit canard. J'avais même pris rendez-vous chez le coiffeur pour dompter mes cheveux rebelles. Je voulais faire honneur à sa journée. Quelle idiotie! À l'entrée du grand hall, l'organisatrice de mariage, une femme à l'air stressée avec un casque vissé sur l'oreille, a pris mon invitation. Elle a scanné la liste des invités, son doigt manucuré descendant les colonnes de noms calligraphiés. Elle s'est arrêtée. Elle a froncé les sourcils, puis a levé vers moi un regard empreint d'une gêne profonde. Mademoiselle Lison. A-t-elle commencé, sa voix baissant d'un ton, comme pour me confier un secret honteux. Il semble qu'il y ait une instruction spécifique pour votre placement. J'ai senti un froid me parcourir l'échine. Une instruction? Elle n'a pas répondu. Elle m'a fait signe de la suivre. Nous n'avons pas traversé la grande salle de bal où les lustres en cristal scintillaient déjà au-dessus des tables rondes nappées de blanc immaculé. Nous n'avons pas longé les compositions florales exubérantes d'orchidées et de roses blanches qui embaumaient l'air. Non. Elle m'a dirigé vers une porte latérale, celle qu'utilisent les serveurs pour débarrasser les plats. Elle a poussé la porte battante. L'air chaud et parfumé de l'intérieur a été brutalement remplacé par un courant d'air froid. Nous étions dans un couloir de service, une sorte de zone tampon entre les cuisines et l'extérieur. Et là, coincé entre une pile de chaises empilées et la sortie de secours, il y avait une petite table pliante en métal. Une seule chaise. Pas de nappe. Juste un set de tables en papier. À 2 mètres de là, la porte donnant sur la cour arrière était entr'ouverte. On pouvait voir les grands conteneurs à ordures de la cuisine. L'odeur m'a frappé de plein fouet avant même que je ne puisse réagir. Ce n'était pas l'odeur des lys ou du parfum coûteux des invités. C'était une odeur âcre, un mélange esséurant de restes de fruits de mer tiède, de graisse froide et d'eau de javel. Je suis désolée, a murmuré l'organisatrice, visiblement mortifiée. La mariée a insisté. Elle a dit que c'était pour des raisons logistiques. Je suis restée figée. J'ai regardé la salle de bal à travers le hublot de la porte battante. Je voyais ma mère, Bernadette, ajuster son chapeau en riant avec une cousine éloignée. Je voyais mon père, Renaud, gonfler le torse dans son costume 3 pièces. Ils étaient au chaud, dans la lumière. Et moi, leur fille cadette, j'étais ici, dans le couloir, à côté des déchets. Avant de continuer cette histoire et de vous raconter comment cette humiliation s'est transformée en la plus douce des vengeances, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure est-il chez vous en ce moment. J'adore imaginer ma voix voyager jusqu'à vous. Je me suis asseoir sur la chaise en métal glacé. Elle a grincé, un son misérable qui a résonné contre les murs de béton brut. J'ai posé mon sac à main sur mes genoux, serrant la lanière si fort que mes jointures ont blanchi. Je ne pleurais pas. Pas encore. À ce moment-là, je ressentais quelque chose de bien plus dangereux que la tristesse. Je ressentais une clarté absolue. J'ai passé ma vie à restaurer des vieux livres. C'est mon métier. Je prends des pages déchirées, tachées, mangées par les vers, et je les répare avec patience. Je suis habituée à voir la beauté là où les autres ne voient que des dégâts. Mais en regardant cette table vide face aux poubelles, j'ai réalisé qu'il n'y a rien à restaurer quand la structure elle-même est pourrie jusqu'à la racine. J'ai entendu des rires étouffés derrière moi. 2 serveurs passaient avec des plateaux de petits fours.
Ils m'ont jeté un coup d'œil rapide, puis ont détourné le regard, gênés. J'étais l'attraction du personnel. La sœur Cendrillon s'en fait marraine. C'est là, dans ce froid mordant, bercé par les effluves d'ordures, que les souvenirs ont commencé à affluer. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur logistique. C'était le point culminant de 32 années de messages constants. Lison, tu es de trop. Pour comprendre pourquoi je me suis retrouvée assise à côté d'un conteneur à ordures le jour du mariage de ma propre sœur, il faut remonter le temps. Il faut comprendre la dynamique toxique qui régnait chez nous, à Nancy, derrière les volets clos de notre maison bourgeoise. Dans chaque famille dysfonctionnelle, il y a des rôles assignés dès la naissance, comme des costumes de théâtre qu'on vous force à porter et qu'on ne peut jamais enlever. Cyrielle était l'enfant doré. Moi, Lison, j'étais le bouc émissaire, ou pire, l'invisible. Dès son plus jeune âge, Cyrielle brillait. Elle était belle, certes, d'une beauté évidente et bruyante. Elle savait charmer les adultes, sourire sur commande, et pleurer des larmes de crocodile si convaincantes qu'elles auraient pu faire fondre un glacier. Mes parents, Bernadette et Renaud, vivaient à travers elle. Chaque succès de Cyrielle était leur succès. Chaque caprice de Cyrielle devenait une loi impériale à la maison. Moi, j'étais calme. J'aimais lire. J'aimais le silence. J'aimais réparer les choses cassées. Aux yeux de ma mère, c'était un défaut de fabrication. Pourquoi ne peux-tu pas être plus pétillante comme ta sœur, me répétait-elle chaque fois que je préférais un livre à une réunion de famille où l'on passait son temps à critiquer les voisins. L'incident qui a scellé mon destin s'est produit quand j'avais 18 ans. C'est un souvenir que j'ai essayé d'enfouir, mais qui remonte toujours comme de l'acide. J'avais travaillé dur pendant 3 étés consécutifs. J'avais fait la plonge dans un restaurant routier, j'avais gardé des enfants insupportables, j'avais tondu des pelouses. J'avais économisé euro après euro pour payer ma première année d'école de restauration de livres à Paris. C'était mon rêve. C'était ma porte de sortie. J'avais 3000 € sur un compte épargne jeune que mes parents géraient encore techniquement pour moi. Une semaine avant mon départ, je suis allée à la banque pour retirer l'argent du dépôt de garantie pour mon studio. Le solde affichait 15 €. J'ai cru à une erreur. J'ai couru à la maison, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes. J'ai trouvé ma mère dans le salon, en train d'admirer Cyrielle qui défilait avec un nouveau tailleur et, pendu à son bras, un sac à main de luxe en cuir noir matelassé. Un Chanel. Maman, l'argent, mon argent pour l'école, il a disparu, ai-je balbutié, au bord de l'hystérie. Ma mère n'a même pas levé les yeux vers moi. Elle a ajusté le col de la veste de Cyrielle. Oh, Lison, ne sois pas dramatique. Nous avons dû faire un emprunt interne. Un emprunt ? J'ai regardé le sac. La réalisation m'a frappé comme une gifle. Vous avez pris mes économies pour acheter un sac ? Cyrielle a tourné vers moi son visage parfait, faussement désolé. Ce n'est pas juste un sac, Lison. J'ai un entretien pour ce poste d'assistante événementielle à Strasbourg. L'image, c'est tout. Si je n'ai pas l'air de réussir, je ne réussirai pas. C'est un investissement pour la famille. Je me suis tournée vers mon père, assis dans son fauteuil avec son journal. Papa ? Tu as laissé faire ça ? Il a soupiré, comme si ma détresse le fatiguait. Ta sœur a un potentiel énorme, Lison. Une fois qu'elle aura ce travail, elle te remboursera. Tu peux bien attendre 1 an, non ? Tu es jeune. Et puis, ce métier de réparatrice de vieux papiers, est-ce vraiment une carrière sérieuse ? Ils ne m'ont jamais remboursé. Cyrielle a eu le poste, a perdu le poste 3 mois plus tard à cause de son incompétence, mais a gardé le sac. Moi, j'ai dû travailler de nuit pendant toute ma scolarité, arrivant en cours les yeux cernés, épuisée, affamée. Mais j'ai réussi. J'ai réussi sans eux. Cependant, la blessure ne s'est jamais refermée. Elle a suppuré en silence pendant des années. J'ai continué à venir aux repas de famille, à subir les piques, à écouter Cyrielle se vanter de ses succès qui étaient tous financés par mes parents qui s'endettaient secrètement pour maintenir les apparences. Pourquoi suis-je restée ? Pourquoi suis-je venue à ce mariage ? C'est la question que je me pose assise sur cette chaise en métal. Peut-être parce qu'une petite partie de moi, cet enfant blessé à l'intérieur, espérait encore qu'un jour, il verrait que j'existe. Qu'il réaliserait que je suis la seule qui les aime pour ce qu'ils sont,
et non pour ce qu'ils peuvent me donner. Mais ce soir, l'odeur des ordures m'a enfin ouvert les yeux. Il n'y a pas d'amour ici. Il n'y a que de l'exploitation. J'ai sorti mon téléphone. J'ai relu le dernier message de tante Odile, la seule personne saine d'esprit de cette famille, mais que ma mère avait réussi à marginaliser. Tiens bon, ma chérie. La vérité finit toujours par éclater. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. Car dans mon sac à main, à côté de mes clés de voiture, il y avait une bombe à retardement. Une bombe que j'hésitais encore à faire exploser jusqu'à il y a 5 minutes. Je demande souvent à mes abonnés, à ma place, qu'auriez-vous fait après l'incident du compte bancaire? Auriez-vous coupé les ponts dès vos 18 ans? Ou auriez-vous, comme moi, espéré un changement impossible? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. Pour comprendre la nature de l'arme que je tenais entre mes mains, il faut revenir 3 semaines en arrière. C'était un mardi pluvieux à Nancy. J'étais dans mon atelier, en train de nettoyer délicatement une reliure du XVIIIe siècle avec une gomme en poudre, quand la clochette de la porte a tinté. C'était Gisèle. Je l'ai reconnue immédiatement, bien qu'elle ait l'air changée, vieillie, les traits tirés. Gisèle avait été la meilleure amie de Cyrielle pendant des années. Elles étaient inséparables, 2 reines du lycée, puis 2 complices de soirées mondaines. Mais depuis 1 an, Gisèle avait disparu des réseaux sociaux de ma sœur. Lisons, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Elle serrait son imperméable humide contre elle. Je sais qu'on ne s'est jamais vraiment parlé, toi et moi. Cyrielle ne me laissait pas t'approcher. Elle disait que tu étais déprimante. J'ai posé mes outils. Qu'est-ce que tu veux, Gisèle? Elle a fouillé dans son sac et a sorti une petite clé USB argentée. Elle l'a posée sur mon comptoir comme on pose une arme chargée. Ta sœur est un monstre, lisons. Je sais qu'elle va épouser Marceau le mois prochain. Ce pauvre type ne sait pas dans quoi il met les pieds. Gisèle m'a tout raconté. Cyrielle et elle avaient eu un projet de colocation d'un espace de coworking l'année précédente. Cyrielle, fidèle à son habitude, avait géré les finances de manière désastreuse, dépensant l'argent des investisseurs en vêtements et en voyages pour le branding. Quand l'argent a manqué, elle a accusé Gisèle de vol, a monté tout leur cercle d'amis contre elle, et l'a laissée avec des dettes colossales et une réputation détruite. Je m'en fiche de l'argent maintenant, a dit Gisèle, les yeux brillants de rage. Mais je ne peux pas la laisser détruire une autre vie. Marceau est un homme bien. Il est naïf, mais il est gentil. Il ne mérite pas ça. J'ai pris la clé USB. Qu'est-ce qu'il y a dessus? La vérité. Toute la vérité. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai branché la clé. Ce que j'y ai découvert m'a glacé le sang. Ce n'était pas seulement des preuves de fraude financière. C'était bien pire. C'était l'âme noire de ma sœur exposée en gigaoctets. Il y avait des centaines de captures d'écran de conversation, mais surtout, des notes vocales. Cyrielle adorait s'écouter parler. Elle envoyait de longs monologues à son amant de l'époque, un homme marié qu'elle fréquentait en même temps qu'elle commençait à sortir avec Marceau. J'ai cliqué sur un fichier audio daté d'il y a 2 mois. La voix de ma sœur a rempli ma cuisine, claire, moqueuse, insupportable. Tu verrais Marceau, il est tellement pathétique. Il me regarde comme si j'étais la Vierge Marie. Je lui ai dit que je voulais un mariage intime au château, il a dit oui tout de suite. Il est prêt à tout payer. Dès qu'on est marié, je le force à vendre sa maison de famille moche à la campagne. Avec l'argent, je rembourse tes dettes de jeu, mon chéri, et on se prend un appartement à Paris. Je ne resterai pas une minute de plus dans ce trou avec ce plouc. J'ai eu la nausée. Marceau était architecte, issu d'une vieille famille alsacienne respectée. Il était fou amoureux d'elle. Il pensait qu'elle l'aimait. Mais le pire était dans le dossier nommé l'assurance. Il y avait une fausse échographie. Une échographie achetée en ligne, j'ai vérifié les métadonnées de l'image. Et un autre message vocal, ça y est, je lui ai dit que j'étais enceinte. Il a pleuré de joie, cet idiot. Ça accélère tout. Mes parents sont aux anges, ils pensent qu'ils ont enfin sécurisé la poule aux œufs d'or. Personne ne saura jamais que je ne suis pas enceinte. Je ferai une fausse couche tragique après la lune de miel. Ça le liera encore plus à moi par la culpabilité. C'est le plan parfait.
J'ai retiré la clé USB, les mains moites. C'était monstrueux. Calculé. Cruel. Pendant 3 semaines, j'ai hésité. Si je parlais, je détruisais ma famille pour toujours. Mes parents ne me pardonneraient jamais de gâcher leur chance de richesse. Cyrielle me ferait la guerre. Est-ce que c'était ma place de jouer les justicières? J'avais décidé de me taire. De simplement ne rien dire, de laisser Marceau découvrir par lui-même, un jour. Je me disais que ce n'était pas mes affaires. J'avais apporté cette clé USB au mariage presque par accident, oubliée au fond de mon sac à main, ou peut-être par un acte manqué de mon subconscient. Mais maintenant, assise sur cette chaise en métal, respirant l'odeur des poubelles, repensant au vol de mes économies, à toutes les années de mépris, quelque chose s'est brisé en moi. Ou plutôt, quelque chose s'est réveillé. Il m'avait mise dehors. Il m'avait traité comme un déchet. Très bien. Si j'étais un déchet, je n'avais plus rien à perdre. Et quand on n'a plus rien à perdre, on devient extraordinairement dangereux. À ce moment précis, la porte de service s'est ouverte à nouveau. Et le diable est apparu, vêtu de dentelle blanche et de soie. La porte a claqué contre le mur. Cyrielle se tenait là, une vision de perfection éthérée dans une robe de créateur à 5000 €, payée par Marceau, bien sûr. Sa traîne était relevée sur son bras. Elle tenait une cigarette fine entre ses doigts manucurés, soufflant la fumée vers le ciel gris avec une satisfaction évidente. Elle a sursauté faussement en me voyant, comme si elle avait oublié ma présence, alors qu'elle savait pertinemment où elle m'avait placé. « Ah, tu es là », a-t-elle dit. Sa voix n'avait pas la douceur qu'elle affichait devant les invités. C'était sa vraie voix, sèche et coupante. « Je vois que tu as trouvé ton trône. Ça te va bien, le décor industriel. Très tendance. » J'ai levé les yeux vers elle lentement. « C'est toi qui as demandé à ce que je sois assise ici ? Près des ordures ?» Elle a pris une longue bouffée, plissant les yeux. « Écoute, lisons. On a des invités de marque aujourd'hui. Le maire, des associés de Marceau. Maman et moi, on voulait que tout soit parfait visuellement. Toi, avec ton air de chien battu permanent, ta robe de l'année dernière et ton aura de déprime, tu gâches l'ambiance. Honnêtement, tu fais tâche. » J'ai senti mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. « Je suis ta sœur, Cyrielle. Ta seule sœur. » Elle a ri. Un rire bref, sans joie, qui ressemblait au bruit du verre qu'on piétine. « Sœur ? C'est un accident biologique, lisons. Rien de plus. Regarde-nous. » Elle a fait un geste large, désignant sa robe, puis ma tenue simple. On n'est pas de la même espèce. Je suis celle qui réussit. Celle qui apporte de la fierté à cette famille. Toi, tu es juste là. Une note de bas de page. Elle s'est approchée d'un pas, envahissant mon espace personnel, l'odeur de son parfum capiteux se mélangeant à celle de la cigarette et des ordures. Elle s'est penchée vers moi, son visage magnifique tordu par un mépris pur. Je vais te dire la vérité, parce que je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Personne ne voulait que tu viennes. Marceau a demandé par politesse, et papa a dit qu'il fallait inviter la pauvre Lison pour ne pas que les gens jasent. Mais ne te fais pas d'illusions. Ici, comme à la maison, comme partout. Tu ne comptes pas. Les mots ont flotté dans l'air froid. Tu ne comptes pas. C'était la phrase. La clé qui a déverrouillé la dernière chaîne qui me retenait à eux. Si je ne comptais pas, alors je ne leur devais aucune loyauté. Aucune protection. Aucune pitié. C'est noté, ai-je dit doucement. Ma voix était étrangement stable. Pas de tremblement. Pas de larmes. Juste le calme plat d'un lac avant la tempête. Cyrielle a écrasé sa cigarette à moitié finie sur le sol, juste à côté de ma chaussure, alors qu'il y avait un cendrier mural à 2 mètres. Bon, ne traîne pas ici toute la soirée. Essaie de ne pas trop manger, le traiteur coûte une fortune par tête, ce serait dommage de gâcher du foie gras pour quelqu'un qui ne sait pas l'apprécier. Et surtout, ne viens pas sur les photos officielles. Elle a fait demi-tour, sa robe blanche balayant la poussière du couloir, et a disparu derrière la porte battante, retournant vers la lumière, les applaudissements et les mensonges. Je suis restée seule encore 1 minute. Le silence est revenu, lourd. J'ai regardé ma montre.
La cérémonie allait commencer dans 20 minutes. C'était le moment ou jamais. Je me suis levée. J'ai lissé ma robe. J'ai pris mon sac à main. J'en ai sorti le cadeau que j'avais préparé la veille au soir, au cas où. Au cas où mon courage me ferait défaut, je ne l'aurais pas donné. Mais Cyrielle venait de me donner tout le courage du monde. Ce n'était pas un grille-pain. Ce n'était pas un vase. C'était un livre ancien. Un beau volume relié en cuir bordeaux, avec des dorures sur la tranche. Le titre, gravé en lettres d'or, était ironique, l'art de la guerre. Mais ce n'était pas le texte de Sun DSU. J'avais passé la nuit précédente à évider l'intérieur du livre. J'avais découpé un rectangle parfait au milieu des pages collées entre elles. Un coffre-fort de papier. À l'intérieur de la cavité, j'avais placé la clé USB de Gisèle. Et par-dessus, j'avais imprimé et plié soigneusement les captures d'écran les plus accablantes, ainsi que la preuve de la fausse échographie. J'ai sorti un stylo de mon sac. Sur la carte accompagnant le cadeau, j'ai écrit d'une main ferme, pour Marceau. Parce que la vérité est le seul fondement solide. Lis ceci avant de dire oui. PS, le bébé n'existe pas, mais ses dettes de jeu, si. Lisons, j'ai pris le livre. Il était lourd. Lourd comme la justice. J'ai poussé la porte de service, mais pas pour retourner à ma place près des poubelles. J'allais vers le hall d'entrée. J'avais une livraison à faire. Je me suis glissé dans le couloir, évitant les regards des serveurs qui s'affairaient. J'ai atteint le grand hall d'entrée. Il était désert. Tous les invités s'étaient déplacés vers la grande verrière où la cérémonie laïque allait avoir lieu. J'entendais au loin les notes d'un violon, jouant une mélodie romantique qui me donnait envie de vomir. La table des cadeaux était là, croulant sous les paquets emballés de papier argenté et or. Il y avait des boîtes énormes, des enveloppes épaisses. C'était l'autel de la cupidité de ma sœur. Je me suis approchée. Mon cœur battait calmement, un métronome régulier dans ma poitrine. J'ai déposé mon livre en cuir bordeaux tout en haut de la pile la plus visible, celle qui trônait au centre. L'enveloppe avec le nom de Marceau était bien en vue. Impossible à rater. Le rouge sombre du cuir jurait avec le reste des paquets pastels. C'était une tache de sang sur une toile vierge. Je n'ai pas traîné. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai traversé le hall, mes talons claquant sur le marbre comme des coups de feu. Je suis sorti par la grande porte principale. Le valet de parking m'a regardé avec surprise. « Vous partez déjà, mademoiselle ?» La cérémonie n'a même pas commencé. J'ai souri. Un vrai sourire, pour la première fois de la journée. J'ai déjà joué mon rôle. Le spectacle n'a plus besoin de moi. Il m'a ramené ma petite voiture, une vieille Peugeot qui faisait tache au milieu des Porsche et des Mercedes. Je suis monté à bord. J'ai jeté un dernier coup d'œil au château. Les fenêtres étaient illuminées. Je pouvais imaginer Cyrielle, rayonnante, s'apprêtant à descendre l'allée, pensant avoir réussi le coup du siècle. Elle pensait avoir gagné la partie, le mari, l'argent, et l'effacement total de sa sœur gênante. Mais elle avait oublié une règle fondamentale de la restauration de livres. On ne peut pas cacher la pourriture indéfiniment sous une belle couverture. Tôt ou tard, la relure craque. J'ai démarré le moteur. J'ai enclenché la première. Les graviers ont crissé sous mes pneus. Je ne fuyais pas. Je me retirais stratégiquement. J'ai roulé jusqu'à la grille du domaine, puis j'ai tourné à gauche, vers l'autoroute. Le paysage alsacien défilait, flou de vitesse et de couleurs d'automne. 5 minutes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour atteindre la route nationale. 10 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour que mon téléphone, posé sur le siège passager, s'allume. Un message. Puis 2. Puis un appel entrant. C'était ma mère. Je n'ai pas décroché. Puis un autre appel. Mon père. Puis. Tante Odile. Je savais ce qui se passait. Je ne le voyais pas, mais je pouvais le sentir dans l'air, comme une onde de choc après une explosion nucléaire. J'avais allumé la mèche, et maintenant, le château brûlait. Mais ce que je ne savais pas encore, c'était l'ampleur exacte de la déflagration. Je ne savais pas que mon geste allait provoquer une scène si scandaleuse qu'elle serait encore racontée dans la région 10 ans plus tard.
Je me suis garé sur une aire de repos déserte, entourée de camions endormis. J'ai coupé le moteur. Le silence de la voiture contrastait avec le chaos qui devait régner là-bas. J'ai pris mon téléphone. J'ai ignoré les 15 appels manqués de mes parents. J'ai ouvert le message de tante Odile. Il était court, écrit en majuscules, probablement tapé avec des doigts tremblants, M-O-N-D-E lisons. Marceau a ouvert le livre. J'ai pris une grande inspiration. J'ai rappelé tante Odile. Elle a décroché à la première sonnerie. Ce que j'ai entendu en arrière-plan n'était pas de la musique. C'était des cris. Des hurlements hystériques. Tante Odile, ai-je demandé. Lisons. Sa voix était un mélange de choc et d'une étrange jubilation. Tu es parti? Tu es en sécurité? Je suis loin. Raconte-moi. Tout. Et là, dans la pénombre de ma voiture, écoutant la voix de ma tante, j'ai assisté, par procuration, à la chute de la maison Usher version alsacienne. Ce qui suit est la reconstitution exacte de ce qui s'est passé dans cette salle, minute par minute, telle qu'elle me l'a décrite. Préparez-vous, car si vous pensiez que le dîner de cons était gênant, vous n'avez encore rien vu. C'est arrivé juste avant l'entrée de la mariée, commença tante Odile, sa voix haletante couvrant le brouhaha ambiant. Elle s'était réfugiée dans les toilettes pour pouvoir me parler, mais je pouvais encore entendre le chaos feutré derrière la porte. Voici ce qui s'était passé. Pendant que je roulais vers la liberté, Marceau, le marié, attendait près de l'hôtel improvisé sous la verrière. Il était nerveux. Pour se donner une contenance en attendant Cyrielle qui était, comme toujours, en retard pour faire son entrée triomphale, il s'était approché de la table des cadeaux qui se trouvait juste à côté de l'entrée de la salle. Son regard avait été attiré par le livre Bordeaux. Mon livre. Il avait reconnu l'écriture sur la carte. Pour Marceau. Lis ceci avant de dire oui. La curiosité, ou peut-être une intuition divine, l'avait poussé à l'ouvrir. Il n'a pas attendu. Il a déchiré le papier de soie discret. Il a ouvert la couverture. Il a vu le trou creusé dans les pages. Il a vu la clé USB. Il a vu les papiers pliés. Au début, il a froncé les sourcils, me racontait Odile. Il avait l'air confus. Il a déplié la première feuille. C'était la capture d'écran de la conversation où Cyrielle se moquait de sa mère, Madame de Courcy. Marceau a lu. Il est devenu pâle. Il a tourné la page. L'échographie falsifiée. La preuve de la date réelle de conception, impossible mathématiquement. À ce moment-là, Madame de Courcy, sa mère, une femme redoutable qui n'avait jamais vraiment aimé Cyrielle, s'est approchée de lui, inquiète de sa pâleur. Marceau? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va commencer. Marceau n'a pas pu parler. Il lui a tendu les papiers. Madame de Courcy a ajusté ses lunettes. Elle a lu. Et contrairement à son fils, elle n'est pas devenue pâle. Elle est devenue rouge brique. Une fureur froide s'est emparée d'elle. C'est à cet instant précis que la musique a changé. Le canon de Pachelbel a retenti. Les grandes portes se sont ouvertes. Cyrielle est apparue. Elle était radieuse, souriante, avançant lentement, savourant chaque regard posé sur elle. Elle ne regardait que les photographes, pas Marceau. Elle s'avançait vers son triomphe. Marceau a levé la tête. Il a regardé celle qui allait devenir sa femme dans quelques minutes. Il tenait le livre ouvert comme un bouclier. Quand Cyrielle est arrivée à mi-chemin de l'allée, elle a enfin croisé le regard de Marceau. Elle s'est figée. Le sourire s'est effacé de son visage comme s'il avait été gommé. Elle a vu le livre Bordeaux. Elle ne savait pas ce qu'il contenait, mais elle a vu l'expression de haine pure sur le visage de cet homme qui la regardait avec adoration 10 minutes plus tôt. La musique a continué quelques secondes, maladroitement, avant que le DJ, sentant le malaise, ne coupe le son brutalement. Un silence lourd, épais, a englouti la salle. Marceau, a dit Cyrielle, sa voix aiguë résonnant dans le vide. Qu'est-ce qui se passe? Marceau n'a pas crié. Il a parlé d'une voix basse, mais qui a porté jusqu'au fond de la salle. Tu ne comptes pas, c'est ça? Il répétait mes mots. Il avait dû lire ma note. Marceau, chérie, je ne comprends pas, a tenté Cyrielle, avançant la main.
C'est là que Madame de Courcy est intervenue. Elle a arraché le micro des mains de l'officiant laïque. Il n'y aura pas de mariage, a-t-elle annoncé, sa voix claquant comme un fouet. Mesdames et messieurs, je vous demande de quitter les lieux. Cette femme est une escroc. Un murmure de choc a parcouru l'assemblée. Quoi? Mais vous êtes folle, a hurlé Cyrielle, perdant instantanément son masque de princesse. Marceau a lancé le livre vers elle. Les feuilles volantes se sont éparpillées sur le tapis blanc de l'allée. L'échographie est fausse, Cyrielle, a-t-il crié, sa voix se brisant enfin. Je sais que tu n'es pas enceinte. Je sais pour tes dettes. Je sais pour ton amant. Tout est là. Cyrielle s'est jetée au sol pour ramasser les papiers, essayant frénétiquement de les cacher, mais c'était trop tard. Les invités des premiers rangs voyaient tout. Et c'est laquelle a hurlé. Ce cri que j'avais imaginé. Un cri de rage animale, de frustration d'enfant gâté à qui on retire son jouet. C'est Lison, a-t-elle éructé, se tournant vers l'assemblée, les yeux fous, le maquillage commençant à couler. C'est cette salope de jalouse. Elle ment. Elle a tout inventé. Mais personne ne la croyait. La vérité était trop crue, trop documentée. Mes parents, Bernadette et Renaud, étaient pétrifiés au premier rang. Ma mère s'éventait frénétiquement, au bord de l'évanouissement. Mon père regardait ses chaussures, lâches jusqu'au bout. Et maintenant, ai-je demandé à tante Odile au téléphone, serrant mon volant. Maintenant? C'est l'apocalypse, ma chérie. Madame de Courcy est en train de menacer d'appeler la police si tes parents ne remboursent pas la compte du traiteur immédiatement. Cyrielle est par terre, elle détruit son bouquet. Marceau est parti s'enfermer dans un bureau avec une bouteille de whisky. C'est magnifique. J'ai raccroché. J'ai regardé le ciel noir au-dessus de l'autoroute. J'ai souri. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui s'est passé dans les semaines suivantes a été encore plus satisfaisant que cette explosion initiale. Car la chute de l'enfant doré a été lente, publique et totale. Je ne suis pas rentrée chez moi ce soir-là. J'ai conduit jusqu'à Strasbourg et j'ai pris une chambre dans un petit hôtel bon marché. J'ai éteint mon téléphone pour de bon. J'avais besoin de silence. J'avais besoin de savourer ce vide soudain. Pour la première fois de ma vie, je ne ressentais ni culpabilité, ni peur. Je me sentais légère. Pendant que je dormais du sommeil du juste, le monde de ma famille s'écroulait. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone. Il a failli exploser sous l'afflux de notifications. Mais ce n'était pas seulement des insultes de ma famille. C'étaient des messages de soutien. Il s'avère que l'un des invités, un cousin éloigné de Marceau un peu éméché, avait filmé la scène de la rupture et l'avait postée sur TikTok. La vidéo était devenue virale dans la région. On y voyait Cyrielle, le visage déformé par la haine, hurlant des obscénités tout en piétinant les fleurs. On entendait clairement Marceau dire « Tu voulais me vendre pour rembourser tes dettes de jeu ». La réputation de life coach et d'influenceuse locale de Cyrielle, qu'elle avait mis des années à construire sur des mensonges, s'est évaporée en 8 heures. Les commentaires étaient impitoyables. C'est ça la fille qui donne des conseils sur l'élégance? Quelle honte! Pauvre mariée! Mais le pire ou le meilleur, selon le point de vue, étaient les conséquences financières. Marceau n'a pas seulement annulé le mariage. Poussé par sa mère, il a porté plainte pour tentative d'escroquerie et abus de confiance. Il avait des preuves que Cyrielle avait utilisé sa carte de crédit sans son autorisation pour payer des acomptes qui étaient en fait des virements vers des sites de paris en ligne. Mes parents, qui s'étaient portés garants pour plusieurs prêts de Cyrielle, toujours dans l'espoir qu'elle épouse un riche et rembourse tout, se sont retrouvés le dos au mur. 3 jours après le mariage, j'ai reçu un email de mon père. Pas d'appel, il n'osait plus. Juste un email froid et formel. Lison. Tu as détruit cette famille. Ta sœur est sous sédatif. Nous sommes ruinés. Les de Courcy réclament 40 000 € de dédommagement pour le mariage annulé. Nous allons devoir vendre la maison de Nancy. J'espère que tu es fière de toi. Ne reviens jamais ici. Tu es morte pour nous. J'ai lu l'email en buvant un café sur une terrasse ensoleillée. J'ai relu la phrase « Tu es morte pour nous ». C'était drôle. Parce que pour la première fois, je me sentais vivante.
J'ai répondu, je ne comptais pas de toute façon, tu te souviens? Bonne chance pour le déménagement. Puis je les ai bloqués. Tous. Définitivement. Mais le coup de grâce est venu d'une source inattendue. Une semaine plus tard, un courrier recommandé est arrivé à mon ancienne adresse, que mon voisin récupérait pour moi. C'était une lettre de Marceau. J'ai hésité à l'ouvrir. Je craignais qu'il ne m'en veuille d'avoir fait éclater la vérité de manière si brutale, si publique. Après tout, je l'avais humilié aussi. La lettre était manuscrite. Une écriture anguleuse, nerveuse. Lisons, je ne sais pas où tu es, mais je voulais te dire merci. Ma mère voulait t'envoyer un chèque, mais je lui ai dit que ce serait insulté. Ce que tu as fait, ça a fait mal. Ça a été le pire moment de ma vie. Mais tu m'as sauvé d'une vie entière de mensonges. Tu m'as sauvé d'élever un enfant qui n'était pas le mien, avec une femme qui me méprisait. J'ai lu le livre que tu as fabriqué. J'ai vu le soin que tu as mis à cacher la vérité à l'intérieur, comme si c'était quelque chose de précieux. C'était cruel, mais c'était nécessaire. Tu es bien plus courageuse que nous tous. Pardonne-moi de ne pas avoir vu comment elle te traitait. J'étais aveugle. J'espère que tu trouveras le bonheur que tu mérites, loin d'eux. Marceau. J'ai plié la lettre. J'ai pleuré, pour la première fois depuis des années. Pas de tristesse, mais de soulagement. Quelqu'un m'avait vu. Quelqu'un avait reconnu ma valeur. La justice n'est pas toujours un tribunal. Parfois, c'est juste la vérité qui reprend ses droits, brutale et inarrêtable. J'ai réalisé que je ne pouvais pas retourner à Nancy. Cette ville était pleine de fantômes. J'avais besoin d'un nouveau départ. J'avais mes mains, mon savoir-faire en restauration, et enfin, ma liberté. Les mois ont passé. L'hiver a recouvert l'Alsace et la Lorraine de son manteau blanc, gelant les souvenirs douloureux. J'ai déménagé. Je suis parti loin, dans le sud de la France, près d'Avignon. J'ai trouvé un petit atelier de restauration de livres qui cherchait une associée. Le propriétaire, un vieux monsieur grincheux mais au cœur d'or, ne m'a pas demandé d'où je venais ni pourquoi j'avais l'air d'une fugueuse. Il a vu comment je maniais le bistouri et la colle d'amidon, et il m'a embauché. J'ai appris par tante Odile mon seul lien avec mon ancienne vie et les nouvelles du front. Et elles étaient pathétiques. La maison de mes parents a été vendue bien en dessous de sa valeur pour payer les dettes. Ils vivent maintenant dans un petit appartement en location en banlieue. Ma mère, Bernadette, ne sort plus de chez elle, trop honteuse d'affronter le regard de ses anciennes amies bourgeoises. Elle passe ses journées à ressasser sa haine contre moi, racontant à qui veut l'entendre que je suis une sociopathe qui a piraté le téléphone de sa sainte fille. Quant à Cyrielle, l'enfant doré a perdu tout son éclat. Marceau a été impitoyable. Il a obtenu une ordonnance d'éloignement. Cyrielle a dû prendre un travail de vendeuse dans une chaîne de prêt-à-porter bas de gamme pour survivre. Tante Odile m'a dit l'avoir croisée un jour. Elle a pris 10 ans, lisons. Elle a l'air aigrie, dure. Elle n'a plus personne. Gisèle a témoigné contre elle pour les fraudes passées. Elle est seule. En écoutant ça, je n'ai pas ressenti de joie sadique. Juste une indifférence polie. C'était comme entendre des nouvelles d'étrangers dont j'avais lu l'histoire dans un journal. Ils ne faisaient plus partie de moi. Un jour de printemps, alors que je finissais de restaurer une Bible du XVIe siècle, la porte de l'atelier s'est ouverte. C'était Marceau. Il avait l'air différent. Plus mince, moins soigné peut-être, mais plus détendu. Il ne portait plus ces costumes rigides qu'il mettait pour plaire à Cyrielle. Il était en jean et chemise. « Odile m'a donné ton adresse », a-t-il dit, un peu gêné, restant sur le pas de la porte. « J'espère que ça ne te dérange pas. Je traversais la région pour un chantier, je voulais te voir. » J'ai posé mon pinceau. Entre, Marceau. Nous sommes allés boire un café sur la place du village. C'était étrange. Nous aurions dû être beaux-frères et belles-sœurs. Nous étions 2 survivants d'une catastrophe naturelle appelée Cyrielle. Il m'a raconté qu'il reconstruisait sa vie, qu'il apprenait à faire confiance à nouveau. Il m'a dit que ma mère avait essayé de le contacter pour lui demander de l'argent, pour le bon vieux temps. Il avait ri et raccroché. « Tu sais, lisons », m'a-t-il dit en regardant sa tasse. « Ce jour-là, quand tu es parti,
tu as laissé une chaise vide près des poubelles. Tout le monde l'a vue après le scandale. C'est devenu l'image qui hante ta mère. Cette chaise vide. C'est le symbole de leur échec. J'ai souri. C'était la meilleure place du mariage, finalement. C'était la sortie de secours. Marceau n'est pas resté longtemps. Il n'y a pas eu de romance entre nous, si c'est ce que vous espérez. Ce serait trop cliché, et la vie n'est pas un film. Nous sommes devenus amis, d'une certaine manière. Des alliés distants. Il m'a envoyé des clients pour mon atelier. C'était sa façon de payer sa dette. Cette rencontre m'a permis de boucler la boucle. J'ai réalisé que je n'étais plus la pauvre Lison. J'étais Lison, l'artisane, la femme qui avait eu le courage de dire non. J'ai repensé à cette phrase, « Tu ne comptes pas ». Ils avaient tort. Je comptais. Je comptais assez pour me sauver moi-même. Aujourd'hui, ma vie est calme. Mon atelier sent la cire d'abeille et le vieux papier, des odeurs que je préfère 1000 fois à celles des parfums de luxe et des mensonges. Je n'ai plus jamais parlé à mes parents. Je sais que pour certains, cela semble dur. C'est ta famille, après tout, me disent parfois les gens qui ne savent pas, on ne peut pas tourner le dos à ses parents. Si, on peut. Et parfois, on doit. Quand la famille devient un poison qui vous tue à petit feu, l'antidote est l'éloignement. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. J'ai amputé le membre gangrené pour sauver le reste du corps. Je pense souvent à cette jeune fille de 18 ans qui s'est fait voler ses économies pour un sac à main. J'aimerais pouvoir voyager dans le temps, la prendre dans mes bras et lui dire « Ne pleure pas ». Un jour, ce sac sera vide et ta vie sera pleine. La vengeance n'est pas toujours bruyante. Elle n'a pas besoin de cris ou de procès. Ma plus belle vengeance, c'est mon bonheur actuel. C'est le fait que je me lève chaque matin sans boule au ventre. C'est le fait que je gagne ma vie honnêtement, sans devoir écraser personne. Cyrielle voulait être une star. Elle voulait que tous les regards soient braqués sur elle. J'ai exaucé son vœu. Pendant quelques semaines, elle a été la personne la plus regardée de la région. Elle a eu son quart d'heure de gloire, mais c'était une gloire faite de honte. Parfois, je regarde la chaise vide dans mon atelier, celle où je m'assois pour réfléchir. Et je revois cette chaise en métal près des poubelles. Je me suis juré une chose, plus jamais je ne laisserai quiconque décider de ma place. Si on ne me donne pas de siège à la table, je ne quémanderai pas un tabouret. J'irai construire ma propre table, ailleurs, avec des gens qui m'apprécient. Le livre Bordeaux, celui qui contenait l'épreuve, Marceau me l'a renvoyé par la poste il y a quelques mois. Il était vide, bien sûr. Il avait gardé les documents pour ses avocats. J'ai réparé le livre. J'ai comblé le trou que j'avais creusé dans les pages. J'ai restauré la reliure. Aujourd'hui, il est posé sur mon étagère, comme un trophée silencieux. Il ne s'appelle plus l'art de la guerre. Pour moi, c'est le livre de la libération. J'ai appris que le pardon est surestimé. On n'est pas obligé de pardonner aux gens qui ne regrettent rien. On peut simplement avancer. L'indifférence est une armure bien plus puissante que la haine. Mes parents et ma sœur sont devenus des étrangers. Des personnages d'une histoire que j'ai lue il y a longtemps et que je n'ai pas envie de relire. Ils sont restés bloqués dans leur monde d'apparence, tandis que moi, j'ai choisi la réalité. Et la réalité, aussi dure soit-elle, est toujours préférable à une belle illusion. Nous arrivons à la fin de mon histoire. Je suis toujours cette Lison qui aime le silence et les vieux livres, mais je ne suis plus invisible. Si vous retenez une chose de mon expérience, que ce soit ceci, votre valeur ne dépend pas de la façon dont votre famille vous traite. Vous n'êtes pas un investissement, vous n'êtes pas un accessoire, et vous n'êtes certainement pas un déchet. Il y a des milliers de Lisons et de Cyrielle dans le monde. Des milliers de parents comme Bernadette et Renaud qui sacrifient un enfant pour en aduler un autre. Si vous êtes dans cette situation, si vous êtes assis sur cette chaise pliante, métaphoriquement ou réellement, levez-vous. Prenez votre cadeau, votre vérité, votre dignité et partez. Ne vous retournez pas, laissez-les avec leur banquet de mensonges. Laissez-les s'empoisonner eux-mêmes. Le monde extérieur est vaste. Il peut faire froid au début, comme ce matin-là en Alsace. Mais je vous promets que l'air y est plus pur. Aujourd'hui, quand je suis invitée à un mariage et ça m'arrive, car je me suis fait de vrais amis ici, je vérifie toujours mon carton de placement. Et si je suis bien placée, je souris.
Et si jamais on devait me mal placer, je sais exactement où est la sortie. La liberté a un prix, c'est vrai. J'ai perdu ma famille. Mais j'ai gagné ma vie. Et c'est un échange que je referai 1000 fois sans hésiter. Merci de m'avoir écouté. C'était mon histoire, celle de la fille qui ne comptait pas, et qui a fini par régler tous les comptes. Avant de nous quitter, j'ai une dernière faveur à vous demander. Si vous avez aimé cette histoire, si elle a résonné en vous, laissez un j'aime sur cette vidéo. Et surtout, partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille? Comment vous êtes-vous senti après? Culpabilité ou libération? Je lirai chacune de vos histoires. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines confessions. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, construisez votre propre table. Doug, I spawned and instantly died. Did you? Yes, I literally instantly died. To be fair, like, once I spawned you guys, they fucking jumped me, like, instantly. I didn't even get to do anything. You just added a death to my toll. That's what you fucking get for dogging on me last round. Oh my god! I'm like lagging. Don't. I did all that after 3 kills. I'm just a little crazy. Fatty, I hate you. Die. Fatty. Why am I getting solo ulted by the thing? The thing is almost out. He's dead. Adam. Yes? I died. I'm sorry, my healing thing wasn't done yet. Oh no, where is my DPS? That's what I thought. I am born anew. Held back right here. There's still a chance to stop them. Quantum magic. Here's how you shoot. Move all you want. Game where you were. Please, we're hurt. Some assistance, please. Healing's out. This thing hates me. I know, he keeps on targeting you. Us against the world. Dang it, I missed. Cosmos heals. I'm We're safe now, my friend. Quantum magic. You're running away from my heals. But Doug, don't worry, he's venoming it. He's venoming you. We got company. He stopped them in their tracks. Quantum magic. Just so awkward. God, I'm lagging so bad. We are in this together. Some assistance, please. Cosmos heals you. I need to heal. We are in this Oh my god. He had no chance of living. I've perfected the art of instantly headshotting through Spanner out of the thing. You might. Yeah, I knew it! Bonk over here. On point. Wait, they're pushing the cart. One is. I'm fucking getting destroyed by him. It's on the cut. No more! Get him. My DPS just watched me. Get Get out them of all here. coming. They actually hate me. object of great quantum magic. He stopped them in their tracks. Only 60 seconds left. Wow, that Lunite is having a bad day. I hope so. I mean, look at his
deaths. Dumb people. Yeah, I just thought about this 4 times by myself. I am at your service. 30 seconds. Can y'all just die in a group so I could like heal you guys, revive you guys? Like this ult's being useless. I know that's the point. Just fucking die. Ah! I'm getting kidnapped! Duck, use your ult for me, I swear to God. I got you. You might have just died. I want you to know the thing just fucking. I saw him turn towards me as soon as I did that, and then Moon Knight. Born anew. I feel that Duck technically killed you twice. Well, I wish I could do it more.